Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des potes. Votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Julien, Jérémy, Fred, Owen et S Grave. Salut tout le monde, bonsoir. Vous m'avez pris au dépourvu les mecs, vous êtes trop forts. C'est Fletty, le meilleur ami de Fred, et c'est pas la première fois que vous l'entendez dans DCP, puisque si vous écoutez les tout premiers épisodes, c'est une de ces chansons que vous avez entendues. Ouais, c'était Ruff. La couleur du deuil est dans ma peau. Après, je voulais les paroles. Et voilà, il nous fera un petit showcase. On est parti. À la fin de Pour l'émission. annoncer le prochain projet qui arrive, les gars. On est en pleine période des Césars et des Oscars. Ça fuse d'annonces, de nominés et de rattrapages. Mais en attendant, il continue d'y avoir des films qui sortent au cinéma. Au programme Hamnet de Chloé Zhao, Le Mage de Kremlin d'Olivier Assayas. En rattrapage, Jérém est allé voir depuis quelques temps Gourou et sera accompagné de Fletty pour la critique. Sir. Moi, je suis allé voir l'adaptation d'une BD très chère à mon cœur et Fred est allé voir beaucoup de trucs bizarres. Beaucoup de... Oh, bizarre. Oui. C'est Fred. Oui. Et en deuxième partie, on a le Joker de Julien, et c'est tout, parce que mine de rien, on va passer en revue pas mal de films de l'actualité. Alors, il me semble que Gourou, il est sorti dans la semaine, du coup, le mercredi. Bon, on est jeudi, il est sorti hier. Ouais, ok, bon, d'accord. C'est dans l'actu. Moi, je l'ai vu le dimanche avant-première avec Yann Gosselin, le réalisateur, qui a dit quelques petits commentaires, donc je pourrais dire des petits trucs intéressants. Fred, Jérém aussi l'a vu dans des conditions particulières. Ouais. Ah. Mais nous y reviendrons parce que le premier film dont on va parler, c'est une adaptation du roman de Maggie O'Farrell, Hamnet. Donc c'est un film qui imagine le parcours fictif de William Shakespeare et de sa femme, et d'une tragédie familiale qui lui inspira Hamlet. C'est surtout un film porté par son duo d'acteurs, Jessie Buckley et Paul Mescal. J'ai vu un paysage, des océans, Vous avez des jumeaux, ma fille. des contrées inexplorées. Que voudrais-tu faire, Hamnet? Je serai un des comédiens de papa. Seras-tu brave? Oui, Seras-tu brave? très brave. Angleterre 1580, un professeur de latin fauché fait la connaissance d'Agnès, jeune femme à l'esprit libre. Fascinés l'un par l'autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et d'avoir 3 enfants. Tandis que Will tente sa chance comme dramaturge à Londres, Agnès assume seule les tâches domestiques. Lorsqu'un drame se produit, le couple, autrefois profondément uni, vacille. Mais c'est de leur épreuve commune que naîtra l'inspiration d'un chef-d'œuvre universel. En vrai, Hamlet, qui a déjà vu une adaptation complète de Hamlet? Excellente Non. question. Non, moi j'en ai jamais vu. Non, j'ai vu. Il y en a pas mal en plus. Hein. Othello, les Macbeth, mais j'avais pas vu Hamlet. Il y a même Kurosawa qui avait fait une adaptation d'Hamlet. Ouais, j'ai même vu le truc des Simpsons. Après, j'ai envie de te dire, le Roi Lion est une forme d'adaptation d'Hamlet. Hein. Tu m'as piqué ma blague. Mais ouais, en soi, Hamlet, genre, même si c'est un récit, genre, être ou ne pas être, telle est la question, genre... En fait, on a tous vu des mèmes de ça. Voilà, mais genre, le récit complet de Hamlet, genre, on n'en a jamais été... C'est comme l'Odyssée, hein. Tout le monde connaît plus ou Oui. moins les événements, mais pas tout le monde l'a lu. C'est un peu pareil avec Hamlet. Ouais, comme disait J'ai Julien, en fait, l'impression, le Roi Lion, du coup, effectivement, je pense que tellement de récits se sont inspirés de Hamlet que finalement on connaît tous l'histoire, quoi. Ouais, on la connaît tous indirectement. On en a vu toujours des inspirations à droite et à gauche, donc... Finalement, t'as pas vraiment besoin de connaître Hamlet, puisque la transcription que t'en fais le film est liée à cette origin story, donc au drame que vont vivre les personnages dans le film. Donc il n'y a Qui est- vraiment pas besoin de connaître la pièce de théâtre. qui est totalement fictif, du coup. C'est fictif totalement ou il y a une part de vérité Ouais, ce que je comprends pas quand t'as dit fictif, c'est-à-dire parce que C'est moi, adapté pour d'un moi, roman, mais... Il me semble que le roman est 100% fictif, hein. Ah, c'est 100% Oui, Te oui. semble ou t'es sûr? Mais je parle du roman, l'adaptation c'est une qu'a fiction, fait ça. là le film de Chloé Zhao ou la pièce en Bah, elle-même. le roman de Maggie O'Farrell, paru en 2022, Ah. que c'est une adaptation... Enfin, que c'est une fiction absolue. Ah, donc ça a jamais arrivé. Shakespeare n'a jamais vécu dans la forêt avec cette femme, avec 3 enfants, etc. Non, Attention. l'histoire n'est pas vraie. Pas de fake news. Mais non Bah non, Paul c'est- Mescal, c'est pas Shakespeare. Non. Putain. Bon, du coup, le film, en fait, depuis tout à l'heure, on tourne en rond, mais le film, Oui. vous l'avez aimé ou pas, vous? Vas-y, Jérém. Techniquement parlant, il est quasi irréprochable, mais alors, qu'est-ce que ça manque de rythme? Ça va? Ouais, je suis d'accord aussi. C'est un peu. En fait, c'est trop pathos pour moi. Paul Mescal, je l'apprécie bien dans le film, même si bon, je trouve que c'est toujours Paul Mescal. La seule réussite pour moi dans le film, c'est Jessie Buckley. Pour le coup, qui mérite vraiment toutes ses nominations, etc. Mais je trouve que le film, moi, m'a pas. C'est trop pathos. C'est trop dans le. Je suis triste. C'est très tire-larme, je suis d'accord. C'est très tire-larme, surtout le fait d'utiliser une musique de Max Richter que tout le monde connaît, qui a utilisé 10 milliards de fois. Mais malgré tout, je trouve que ça fonctionne quand même. Mais Genre, Chloé Zhao a été chercher Max Richter pour qu'il fasse des trucs. Je sais même pas s'il a fait la compo originale ou il a juste refait un best-of de ses meilleurs tubes. Tellement silencieux, je crois que si. C'est vraiment la BO du film, mais c'est très discret en fait. Ouais.
Bah, moi, je suis d'accord. Enfin, le pathos, il est un peu abusé. Et pour le coup, c'est au moment où il l'utilise dans The Nature of Daylight où là, je me suis dit, le film, faut arrêter. Mais par contre, moi, j'ai pas grand-chose à reprocher au film. En fait, je trouve que les acteurs sont excellents. Tout ce qui est techniquement, le film, il est absolument magnifique. Et il y a des moments... il y a des très très beaux moments dans le film quand même. Enfin, moi, je trouve que l'alchimie entre les enfants, les parents, tout ça, il y a un effet de groupe et un effet vraiment de pas de béatitude, mais de calme et de sérénité brisée que je trouve très puissamment appliqué dans le film. Mais tu vois, avant que les enfants arrivent, moi je me fais un peu chier, tu vois. Genre, et je pense que ça allait vite, c'est 30 minutes, je pense, avant qu'il y ait les gosses. Parce que c'est vraiment de la présentation, c'est de la pure introduction et c'est très classique. Mais justement, une fois que tu as les enfants qui sont là et que ça démarre vraiment le pourquoi Shakespeare va faire Hamlet, ça fonctionne bien. Après, moi, je suis très friand de films fleuves où tu vas suivre vraiment, genre en l'espace de 1 heure, quasiment 20 ans de vie, où les personnages vont se rencontrer, faire des enfants, ne plus avoir d'enfants. Il est question de ça. Hein. Et est-ce que c'est un gros spoil en vrai? Parce que je crois non, tout le monde le sait. Tout le monde le sait avant de voir le concept film. Du film. Voilà, c'est le concept du film, c'est qu'ils vont perdre un enfant et que c'est de cette perte et de ce deuil que va naître Hamlet. Et moi, je trouve que la séquence Je prends ta place. Ouais, j'aime beaucoup toutes les symboliques que peut faire le film, notamment avec le jeu sur les jumeaux. Ouais. Ou pareil, avec ces sortes de prophéties où la mère, Jessie Buckley, dit qu'elle aura 2 enfants qui veilleront sur elle au moment de sa mort. Or, elle a 3 enfants, donc elle sait qu'elle va perdre un enfant. Et ça fonctionne plutôt bien en termes de symbolique. Et je pense notamment justement tout au plan où Hamlet est on ne sait pas où, dans l'au-delà. Je trouve que c'est une séquence assez onirique qui est vachement belle. Il est dans les coulisses. Oui, mais ça marche très bien. Il est dans les coulisses de l'esprit de Shakespeare, il est au paradis, il est derrière la scène, il est partout, dans les esprits. Et surtout, ça s'intéresse pas forcément à comment Shakespeare va écrire cette pièce à Londres, puisqu'en fait, c'est que George Sand. On va vraiment s'intéresser surtout à Jessie Buckley, à la mère, en fait, pour moi, qui est le personnage primordial, principal du film. Alors, j'ai beau ne pas avoir lu le livre, j'en ai discuté avec des gens qui l'avaient lu. C'est vraiment comme ça dans le livre. Hein. C'est vraiment le personnage principal du livre et donc du film, c'est bien Agnès. Hein. Donc Shakespeare, il est là que au début et à la fin du roman, apparemment. Hein. Donc vraiment, moi je trouve que c'est bien retranscrit dans le sens où c'est vrai que pendant la moitié du film, t'entends pas trop parler de Paul Mescal, quoi. T'es vraiment plus concentré sur Agnès. Et donc je trouve que ça c'est plutôt bien retranscrit. Et dans les symboliques, je trouve que dans la mise en scène, ça fonctionne très bien aussi, parce que pour moi, le tout premier plan du film, il m'a marqué, parce que je me suis dit, c'est dingue de commencer ton film par un plan zénithal sur une personne qui est en position fétale, donc littéralement, c'est une naissance, et que tu vas suivre jusqu'au bout, quoi. Mais par rapport à Paul Mescal, moi, ça m'avait frappé, pendant tout le film, c'est qu'il le nomme pas. Je faisais la réflexion à Jérém, mais il était pas trop d'accord, c'est que genre tu pourrais passer 1h30 de film sans savoir qu'en fait c'est William Shakespeare. Totalement. Non, mais pourquoi je t'ai dit que pour moi ça fonctionnait pas? Parce que le texte du début, il te le dit en fait. Oui, il te le dit, mais pas texte, vraiment. Mais pas le film en lui-même, pas les images. Non, mais le texte, tu le comprends, parce que si tu connais l'histoire, si tu connais le titre Hamlet, tu fais le rapprochement. Mais je pense que si on avait nommé Shakespeare dans le film, il aurait pris trop d'importance, et comme tu viens de le dire, le bouquin donne pas trop d'importance à Shakespeare. Donc, parce que son travail, en fait, c'est ce qui l'éloigne de sa famille. Genre, le nœud du film, pendant 1h30, c'est pas le travail de William Shakespeare, c'est la famille qui est en train de se déchirer. Finalement, le rôle de dramaturge de Shakespeare n'intervient vraiment que dans les 25 dernières minutes du film. Niveau pareil, si on peut continuer un petit peu sur la mise en scène et tout, moi je trouve que le fait que t'as beaucoup de lumière et de couleurs vives au début et que peu à peu ça s'estompe et que vers la fin t'as cette pointe de couleurs qui revient vite fait et qui en gros tu comprends que le deuil est quand même quasiment accompli. Je trouve ça beau. C'est pour ça que j'ai dit que techniquement j'ai rien à reprocher au film, parce que vraiment il fonctionne très bien, il utilise de très bonnes symboliques et le met très bien en scène, donc c'est dommage que pour moi ça me manquerait un peu de rythme, quoi. Moi j'aime bien le fait que Chloé Zhao elle laisse beaucoup d'espace au-dessus de l'image, dans le sens où de ce que j'ai remarqué dans le film, et je crois que c'est dans ses autres films, c'est qu'elle laisse énormément de marge au-dessus des têtes des personnages, et du coup il y a un très gros rapport entre, je pense, les spirituels et ces êtres-là, quoi. Enfin on en parle beaucoup, mais ça c'est aussi intéressant, ouais. Mais au final, tu vois, là on est en train de dire quand même de très très bonne qualité, et finalement le seul problème qui ressort, c'est que ça touche pas, ça vous parle pas. Et en vrai, moi non plus, je suis pas. Je trouve, encore une fois, d'un point de vue extérieur, je trouve le film formellement épatant, mais je suis pas emporté par la chose. Mais par contre, je me dis que
C'est un film à Oscar tout à fait honorable et ça m'étonnerait pas de le voir partir avec 3-4 Oscars tellement. Jessie Buckley. Moi, Oui, c'est et puis sûr. la photographie, le son aussi est très doux, les sons de forêt. Enfin, il y a beaucoup de belles choses. Chloé Zhao en meilleure réalisatrice. Je sais pas si elle est nommée. Non. Ah zut. Bon. Bon. Mais le pathos, c'est ça le problème. C'est que soit tu y adhères et du coup ça te touche et ça te marque émotionnellement, et si tu rentres pas, c'est là où tu sens que ça tire trop et que ça veut trop te faire tirer les larmes, et c'est là où tu peux déprécier le film. Mais moi, je veux dire, ça me touche, mais je sens que c'est artificiel. Ça me touche parce qu'au bout d'un moment, quand tu mets une musique à fond et comment tu filmes l'émotion, forcément, ça te provoque quelque chose, mais c'est quelque chose. C'est naturel, c'est organique en fait. Mais tu sens que c'est artificiel. C'est-à-dire que forcément, tu as une musique, ça va te mettre des frissons, mais c'est qu'ils sont pas naturels. Enfin, ils sont naturels justement, mais tu les ressens pas au fond de toi, tu les ressens parce qu'on te les impose. C'est ça qui est dommage. Donc le défi du film, ça aurait été de, par exemple, la dernière séquence, la faire sans la musique, qui il joue pour beaucoup dans qui pour moi, il joue pour beaucoup dans l'émotion que ça veut transmettre. Moi, ça a marché sur moi, hein, Max Richter, je connaissais pas du tout. En fait, moi, je pense que j'ai dû vivre des moments de cinéma avec Max Richter sans vraiment le nommer. Et la première fois que je l'ai nommé, c'était avec The Last of Us. Vous vous rappelez l'épisode de Frank Oui. et Bill. Ouais. Et oui, non, sa musique est très cinématographique, ça marche super bien. Donc T'es oui. touché parce que c'est la musique de Max Richter. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Oui, c'est-à-dire que la musique pourrait sublimer la scène, mais c'est plutôt l'inverse qui se Elle produit. devient principale. En fait. Ouais. C'est que la musique prend trop de place et puis de toute façon à partir du moment où tu entends les 3 premières notes du film, Ouais. tu lèves un peu les yeux au ciel en mode ah trop facile. C'est ça, In the Nature of Daylight, c'est vraiment trop facile. Parce que cette Désolé. musique, elle a été utilisée dans d'autres films du coup parce que moi, Premier contact, c'est vraiment... Du coup, mon premier contact avec cette musique, la fin du film est sur cette musique, et c'est un peu pour ça que le premier contact, ça m'avait marqué, parce que la musique de fin, j'étais en mode waouh. Mais, Déjà la fin en général, mais Au-delà en de plus ça, avec la musique. c'est surtout qu'elle est utilisée partout sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme la musique d'Interstellar. Dès qu'il faut une musique émotion, c'est soit Hans Zimmer, soit Max Richter. Genre quand tu regardes les vidéos compilations des plus grandes performances d'acteurs, ils aiment bien mettre ce titre-là. Et il me semble, alors je suis pas sûr de mon affirmation, mais il me semble que c'est une composition faite pour la série The Leftovers. Oui, Max Richter a fait la série. Alors celle-là, je savais pas, mais oui, c'est vrai qu'il fait Pas la BO de la sûr, série. ça. Il fait la BO de la série, ça c'est Oui, sûr. ça c'est sûr, mais je suis pas sûr et certain de ton affirmation. Même. De toute façon, le meilleur titre de Max Richter, c'est November. Non, c'est Love Song. November. Ok. On est parti sur un bon débat. Non, j'ai gagné. Bah écoutez, moi, Rapide et efficace. Hein. j'ai pas plus de choses à dire sur Amnet. Je trouve le film formellement épatant et s'il gagne 3-4 Oscars, je suis ok. Peut-être trop formel, justement. Trop formel, trop facile, mais très efficace. Ce qui est curieux pour une réalisatrice qu'on a saluée en 2021 pour Nomadland, que j'ai pas vu, mais qui était très singulière quand c'est apparu. Mais est-ce que c'est peut-être pas, je te coupe, mais peut-être que c'est vu qu'elle est passée par les Marvel avant, c'est un peu comme une sorte de retransition pour revenir au cinéma d'auteur. Ah, mais Je clairement. pense, parce que en vrai, c'est fait bouffer par la machine Marvel, c'est dommage. Pourtant, les Éternels, moi j'aime bien. Hein. Ouais, Mais- c'est vrai. Moi, je suis curieux de voir ce que ça donne les Eternals. Après, faut savoir que Chloé Zhao, pour Marvel, elle a juste fait Eternals, qui était, on va dire, une sorte de renouveau un peu dans la cinématographie de ce que faisait Marvel. Bon, le film n'a pas trop plu au grand public, mais mine de rien, en fait, je dirais plus son hors-piste, c'est vraiment le Marvel, mais sinon, Chloé Zhao, c'est vraiment ça came tout ce qui est un peu cinéma d'auteur, etc. quoi. Bah oui. Bah, c'est beaucoup de liberté à ses acteurs, même laisser les moments de caméra respirer, c'est-à-dire les gens qui marchent. Ouais, les plans Mais je suis très curieux de voir longs, les Eternals, de voir si elle arrive à insuffler un peu dedans de ce qu'elle fait en fait. Non? Bah, c'est sûr que quand tu vois des plans super cutés de base dans un Marvel et que t'as un plan qui respire et que tu vois des plans qui respirent dans un Marvel, c'est vrai que ça change et que ça fait du bien. Ok. C'est pour ça que j'avais beaucoup apprécié les Éternels quand c'était sorti, même si c'était pas l'avis du grand public. Amnet, c'est bien, mais ça ne restera pas dans la postérité. Oh, Selon peut-être, toi. selon Selon toi, les, À voir. selon les récompenses aux Oscars. Je Bon, pense que ouais. En attendant, dans les 4-5 films que j'ai vus de 2026, c'est le meilleur que j'ai vu. Après, on est fin janvier. On est vraiment. Oui. Écoute, il faut commencer quelque chose. c'est sûr. Alors, Amnet, c'est un budget de 35 millions de dollars pour environ 43 millions mondial actuellement, et dont environ 18,1 millions aux États-Unis. Et pour sa première semaine en France, qui était celle du 21 au 27 janvier, il a fait 151 660 entrées. C'était le troisième des nouvelles sorties de la semaine, derrière Le Mage du Kremlin et Primate. Amnet, je crois que c'est le film, on était les 4 sans Fletty à l'avoir vu. À vrai dire, il n'y a pas de film qu'on est tous les 5 à l'avoir vu. Par contre, Le Mage de Kremlin, Fred, Julien, personne ne l'a vu. Oh, flemme. Désolé. J'ai eu la flemme. Vous Comme je te comprends. vous Ouais, avez voilà. eu raison. J'ai eu des avis un peu
avant en fait, et je me suis dit j'irai pas voir le Est-ce film. que vous avez lu le roman de Non, Giovanni et Poli franchement, ou... après avoir vu le film, j'ai envie de le lire parce que je me dis c'est pas possible quoi. Parce que c'était récompensé le roman pour le coup. Ouais, j'ai envie de C'était le prix lire de l'Académie française, c'était il y a 2 ou 3 ans je crois. Et ça avait fait grand bruit. Veux-tu commencer ou... Oui, franchement ça m'intriguait parce que je me suis dit tiens, thriller politique, Olivier Assayas qui pareil, qui refait un peu comme Cuban Network, il prend des stars internationales, il essaye de faire une production française dans une langue étrangère et il essaye que ça fonctionne à l'international. Cuban Network j'avais déjà pas aimé, et le match du Kremlin c'est pareil. Franchement il y a j'ai à peu près les mêmes reproches à faire à Cuban Network et au match du Kremlin, quoique peut-être plus au match du Kremlin quand même, parce que le film va à fond la caisse et il va trop vite justement. En fait t'as pas le temps de respirer. On disait que Chloé Zhao elle laissait respirer ses plans. Olivia Assayas ne fait pas respirer ses plans, ne fait pas respirer ses scènes. T'as aucun temps mort et tu souffles jamais. Et ça vous voulait peut-être traduire l'anxiogène, de la situation, ou des situations. Mais pour moi, ça me le transmet pas. J'ai juste envie de dire putain, mais laisse-moi respirer, quoi. J'en ai marre de bouffer 30 000 informations à la minute. Laisse-moi un peu, là, s'il te plaît. Moi, j'étais au cinéma avec quelqu'un. Et des fois, je voulais lui... Enfin, moi, au cinéma, j'aime bien glisser quelques petites blagues, tu vois, pendant un film. Je trouvais pas de moment d'ouverture, tu vois, pour raconter ma blague, parce qu'à chaque fois, il parlait... En fait, c'est un peu... Ça veut être un peu comme Social Network de David Fincher. Ça applique peut-être certaines méthodes d'Aaron Sorkin en matière d'écriture de dialogue, de manière de structurer des séquences de dialogue et de réunions les unes après les autres de manière extrêmement enchaînée. Ponctué de off. Mais c'est très laborieux, c'est très dommage parce qu'il y a 1001 informations, toutes sont pas forcément très intéressantes et elles sont surtout jamais au service des personnages, donc c'est un peu dommage. Du coup, c'est un mauvais film pour date, c'est ça que tu veux dire? 100%. Ok. Ah, c'est sûr, t'as pas le temps de parler. Mais Bonne info. c'était pas un date. Ah. C'était pas un date. Non, en fait, ce que ça dit par contre sur la Russie et sur les méthodes de gestion d'un pays et surtout l'ouverture que ça peut représenter les années 90 dans l'histoire de la Russie, c'est très intéressant et tu en ressors extrêmement instruit. Et je pense que... Alors peut-être toi t'as décroché, moi je me suis vraiment accroché au film et en vrai j'ai appris plein de trucs et de toute manière je pense que sociologiquement c'est un film qui est intéressant à regarder, mais je pense que c'est plus intéressant de lire le bouquin. Mais voilà quoi, c'est raté, c'est-à-dire que les personnages sont pas attachants. Les acteurs, parce que c'est Paul Dano quand même. Paul Dano n'a rien à jouer, il est nul. Y a que Ok, Jude Law. Tarantino. Il y a que Jude Law qui sort du lot et encore heureux parce que c'est quand même pour ça qu'on voit un peu le film. Jude Law est brillant, mais trop peu présent. C'est ça le problème, c'est que alors bien sûr le film s'appelle Le Match du Kremlin, donc du coup c'est pas Poutine qu'on va suivre. Mais c'est ce que t'as envie de voir, c'est ce que le film t'a vendu, mais tu le vois quoi, sur les 2h30 que dure le film. Je rappelle, le film dure 2h30 mené temps pour battant, où si tu loupes une seconde, t'as l'impression d'avoir loupé 45 informations. Et en même temps, les informations ne font pas avancer l'histoire, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est pour ça. C'est vrai que c'est compliqué. Mais je pense que pour quelqu'un qui connaît bien l'histoire de la Russie, et les 30 dernières années qui se sont écoulées en Russie, ça doit être extrêmement... peut-être pas palpitant, parce que le film est laborieux, mais ça doit être intéressant. Pour des gens novices comme nous, ou en tout cas qui s'intéressent de loin à l'histoire de la Russie, wow, c'est compliqué, hein. Faut se les enchaîner, et puis surtout, qu'est-ce que tu viens voir, quoi? C'est une leçon d'histoire ou un film? Bon après j'avoue que j'ai dormi 5 minutes devant le film. Ouais. Tu dors souvent devant les films, toi? Non mais franchement le film m'a fatigué. Et un dernier gros défaut pour le coup, c'est alors non seulement la structure, mais aussi le chapitrage du film. C'est ça, le film est chapitré. Oh là là. Et il est chapitré, mais genre de manière, t'as un chapitre... en fait, il y a des nouveaux chapitres toutes les 5 minutes. Ouais, donc tu veux que ça finisse, quoi. Tu veux Voilà. que le chapitre se 5 termine, minutes, tu passes au prochain. 5 minutes, non t'abuses un peu. Il y a un peut-être, moment, il en enchaîne 3 ou 4 en l'espace de 20 minutes. Et à un moment, avec la personne avec qui j'étais, j'avais l'impression que ça faisait 2 heures qu'on était devant le film, qu'il restait 10-15 minutes. On regarde l'heure, il en restait 45. Ah ouais, dur. Et on ouais. s'est regardé en mode oh zut quoi. La première fois que j'ai regardé ma montre, il restait 1h30 de film, j'étais en mode putain, ça fait qu'une heure Moi, que je c'est suis devant ça devenu là. mon nouveau défi, c'est de ne pas regarder l'heure pendant un film qui est chiant. Parce que tu te tortures, en fait. Alors j'aime bien ne pas regarder, enfin d'habitude je ne regarde pas ma montre, mais là j'étais obligé. Et quand j'ai vu que c'était que seulement la première heure qui venait de s'écouler, j'ai eu du mal là. Donc Ouais. voilà, c'est raté. Oui, non, bah attends, je veux terminer en rajoutant quand même que le montage est aux fraises, mais vraiment, j'ai jamais vu un montage aussi dégueulasse, bourré de faux raccords depuis longtemps. C'est vraiment, pour moi, c'est pas bien. Non, c'est vraiment pas bien. Mais c'est dommage, mais c'est raté, c'est tant pis. C'est les mêmes défauts que Cuban Network, c'est pauvrement laborieux, tu t'emmerdes, et c'est dommage parce que le sujet de base est intéressant, les questions sociales, politiques sont intéressantes, mais c'est pas un film chouette à suivre.
Tant pis. En parlant de films chouettes à suivre, la question se suit sur Gourou. Ah, et Gourou qui vient de sortir. Yann Gosselin. De Yann Gosselin, ouais. Bah, faudrait peut-être arrêter de donner du budget à Yann Gosselin, je crois. Oh, le bad. Bon, alors, moi, personnellement, il faut savoir que Un homme parfait, ou je sais plus c'est quoi le premier film qu'il avait fait. Un homme idéal. Un homme idéal. Boîte noire. Bon, Un homme idéal, j'ai pas vu. Boîte noire, j'avais vu. Et maintenant, je viens de voir Gourou. T'avais pas vu Vision? Et Holloway qui est sorti il y a 7-8 mois de ça, avec Cécile de France. Oui. Pareil, non, j'ai pas vu. Non, mais c'est ça, il fait un film tous les 8 mois, faut arrêter. Moi, personnellement, faut savoir que je suis pas. En fait, ce cinéma-là, avec Pierre Ninet, Yann Gosselin, en fait, je sais pas, de base, j'ai trop des a priori dessus. Et bon, après, en ayant vu Gourou et aussi Boîte Noire, il y a souvent des réflexions intéressantes. Tu sens que dans les fondements du film, il y a eu une bonne réflexion. Maintenant, c'est dans la manière dont c'est sorti que ça peut être sujet à débat. Bon, Gourou, on raconte pas l'histoire en somme dans tous les cas, mais mon avis sur le film, je pense que s'il y a eu beaucoup d'entrées, c'est parce que déjà c'est Pierre Ninet et que la com autour du film était plutôt intéressante, était plutôt innovante. Et c'est d'ailleurs moi-même ce qui m'a donné envie de voir le film. Parce que notamment Pierre Ninet a fait pas mal de reels sur Instagram en incarnant le personnage qu'il incarne dans le film. Exactement, ce qui a fait croire à beaucoup de gens que wow, Pierre Ninet s'est reconverti en tant que coach de vie ou quoi. Et c'est moi-même ce que j'ai cru au premier abord. Et donc dès qu'on a vu que c'était la bande-annonce d'un film, je me suis dit oh, le film doit être archi intéressant parce que c'est vraiment monté comme un thriller d'action exceptionnel. Bon, mon avis honnête sur le film, c'est que faut savoir que c'est un thriller. Il remplit toutes les cases du thriller. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est d'ailleurs ce que disait Yann Gosselin lorsqu'il a présenté le film. C'est un film qui va vous prendre aux tripes. Alors vraiment, vous allez être dedans. Il va y avoir de l'intensité. Il y aura des montages vraiment. Wow, vous allez être pris dedans. Je suis intensément dedans. Mytho. Seulement, il faut savoir une chose. Ce film-là, une fois que tu sors du film, tu te dis, un film de ce style-là, je l'ai vu 1000 fois il y a 10 ans aux États-Unis. Et à part voilà, le postulat, oui, voilà, les coachs sportifs, il y a un parti pris qui est que vraiment le monde un peu des influenceurs, voilà, ça peut être mal vu. En fait, une fois qu'on sort de ça, on se dit, mais ok, mais quel est l'intérêt? Enfin, comment dire, j'ai vu le film, ça ne change rien au schmilblick, on va dire. Du coup, pour dire de la façon dont je l'ai vu, pour ça, je l'ai vu en projection test. Donc du coup, j'ai été le cobaye des commerciaux de Il y a combien de temps? C'était en novembre. Donc du coup, j'ai bien eu le temps de le process. J'ai bien eu le temps de le voir venir. Okay. Tu l'as revu du coup depuis cette projection? Non, je ne l'ai pas revu, je ne veux pas le revoir. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de différences entre ces deux projections. Non, je crois que la projection test, il était quasi fini le film. Hein. Pour moi, il avait déjà été présenté en festival et tout, donc je vois pas. Ça m'étonnerait qu'il y ait eu des changements, tu vois. D'ailleurs, je peux comprendre que t'aies pas spécialement envie de le revoir, puisque une fois qu'on voit le film du coup version finale, moi en tout cas, j'ai pas spécialement envie de le revoir. Et bon, je sais pas ce que ça donnait en projection test, mais dans ce que j'ai vu, par exemple au début, je trouvais qu'il y avait des petits moments où le montage, je me disais, il y a des plans qui servaient à rien. Et genre, des plans auraient pu être beaucoup plus aérés, mais en fait, il y a toujours du dynamisme parfois pour rien. Limite, ce qui pourrait même donner des faux raccords, il y en a, ça se voit dès le début, dès la première scène où Pierre Ninet est là et il fait son speech, etc. Il y avait des scènes de trop, je trouvais. Donc non, moi c'est plutôt le discours du film et la façon dont c'est montré et dont et au final le propos du film qui me dérange parce que en fait j'ai l'impression que le film cautionne totalement. Parce que quand tu vois les bandes annonces, t'as plutôt l'impression que c'est l'inverse. Oui, mais sauf que non, le film fait une énorme connerie selon moi. Je ne m'attendais pas à ça d'un film venant de la part de Pierre Ninet, et surtout qu'il a eu l'idée originale, mais c'est que le film a des putains de relents de discours d'extrême droite. Ouais, effectivement, c'est ce qu'on peut comprendre en ayant vu le film. Au début, on pourrait penser, surtout comme tu disais, que les bandes annonces, on peut penser que le film va justement critiquer ça, va aller aux antipodes de ce qu'on pense, etc. Malheureusement, en fait, c'est ça que je disais à propos du propos du film. À terme, on se rend compte que du coup, le film va clairement dans le sens l'État doit entre guillemets encadrer toutes ces choses. Et je peux comprendre la critique ou la vision un peu pro-extrême droite, surtout avec ce qui se passe à la fin, notamment au sujet des diplômes d'État, etc. Donc je rentrerai pas plus en détail, mais je comprends. À la fin, pour moi, il confirme qu'il n'y a pas de problème en fait avec ça, parce qu'il retourne le faire ailleurs, mais il retourne le faire. En fait, ce qui s'est passé dans le film, ça n'a eu aucun impact, alors que pourtant, toute la fin se veut comme un thriller un peu paranoïaque sur les derniers quarts d'heure. En fait, à la fin, non.
le public, j'aime le public m'aime, donc je vais continuer à le faire malgré tout ce que ça a pu engendrer dans ce film, toutes les actions. Je dis pas ce qui se passe, malgré que l'avertissement, face à un gros spoiler, l'avertissement CNC. Il y a une séquence qui est réussie pour moi dans le film. Je vais pas dire ce qui se passe, mais. C'est laquelle concrètement? Ça implique. Bah non, je vais trop en dire sinon. Mais pour moi, il y a qu'une seule scène de réussite du film, et encore heureux que celle-là soit réussie, parce que s'il avait foiré celle-là, le film aurait eu aucun impact sur moi. Parce que moi j'ai besoin de voir clair. Est-ce que c'est une scène qui implique un véhicule C'est une scène qui implique pas une moto, non, ça implique Batman 2 personnes dans un appartement. Est-ce que c'est vers la fin cette scène? Non, c'est au milieu à peu près. D'accord, ok, je vois. Peut-être elle y est pas, hein. C'était un projection test. Je vois très bien de quoi tu parles. Pour moi, c'est la seule scène qui fonctionne. D'accord, oui. Oui, en soi, je peux comprendre. Bon, en ayant vu le film, je dirais que, voilà, en fait, on voit l'idée derrière, ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut mettre en avant, et surtout l'idée de base qui vient de Pierre Ninet. Je sais pas si vous le saviez ça, mais de base, le film a été conçu sur une réflexion que Pierre Ninet avait eue par rapport aux orateurs modernes. Donc au début, il avait des réflexions sur ceux qui gèrent des séminaires, etc. Puis après, ça s'est axé sur les coachs de vie qu'on peut voir actuellement sur les réseaux. Et je trouve que le film met beaucoup ça en avant. On voit le parti pris. On voit un peu ce côté un peu divin, littéralement le film s'appelle Gourou, mais le côté un peu de diviniser ces gens-là, ces individus. Et effectivement, il y a certaines scènes où je trouve que, au lieu qu'elles réussissent, je trouve qu'on sent l'idée de base. On voit où ils veulent en venir. C'est pas quelque chose qu'on ressent, mais on voit plutôt le brainstorming de base, en fait. On sent la morale, en fait. C'est ça, exactement. En fait, il y a trop d'idées. Il y a trop de trucs que Yann Gozman voulait mettre ou que Pierre Ninet voulait mettre au scénar. Il y avait trop d'idées, donc du coup il n'y a aucune qui est développée, et donc du coup rien ne fonctionne selon moi. Après, je tiens à modérer mon propos quand même. Peut-être que j'y ai vu des relents de discours d'extrême droite, alors que c'était pas l'intention du film, mais si je l'ai ressenti, c'est quand même que c'est un peu mal foutu quand même. Parce que moi je pense justement, quand tu dis ça, alors je l'ai pas vu, gros, mais pour avoir vu Boîte Noire et Un Homme Idéal, moi je pense surtout que Yann Gozlan est surtout intéressé par l'aspect thriller et parano que tu retrouves dans ces 2 films-là, et que du coup son but c'est pas d'aller prendre un parti et de faire une morale à la fin ou quoi que ce soit, mais qu'il veut vraiment rester sur cette intensité, et que du coup à la fin, vu qu'il ne veut pas faire de choix et trancher, il reste dans le milieu. Je pense que tu peux avoir cet aspect-là. Parce que je pense qu'en fait, l'aspect politique, social de ce sujet-là qui ressort à travers les bandes annonces, je pense que ça l'intéresse pas au fond, et ce qu'il veut faire, c'est du trailer. Et c'est du prétexte. C'est exactement ce que tu retrouves avec Boîte Noire, finalement. C'est raté parce qu'à la fin, tu te retrouves avec un statu quo. Et surtout qu'en fait, c'est littéralement le postulat même du film. C'est-à-dire qu'on va parler justement de ces gourous modernes. Et si à terme, il n'y a pas vraiment de grosses réflexions dans lesquelles on rentre en profondeur et qu'on nous sert tout simplement une sauce de « vous avez vu comment c'est intense et comment, oh mon Dieu, il se passe des choses, oh les émotions ». Au final, en fait, quel est l'intérêt de regarder le film? En fait, surtout de base, l'idée naît d'une réflexion. Et surtout que c'est une ressucée de plein de films. En fait, j'ai eu des réflexions de plein de films. Enfin, j'ai eu des réminiscences de beaucoup de films quand j'ai vu Gourou. Donc du coup, j'ai eu le temps de process depuis novembre. Non, je ne le conseille pas, malgré toute la réflexion que j'ai pu avoir autour de ce film. En ce qui me concerne, je dirais, je l'ai vu une fois, je n'irai pas le revoir parce que flemme. Mais bon, ça peut toujours être intéressant pour ceux qui ont été percutés par la communication. Allez le voir, mais je ne pense pas que vous allez ressortir subjugué. En somme, un film qui va pas plus loin que son postulat de base. Oui. Est-ce qu'il est à la hauteur de Tom Cruise, de Pierre Ninet? Non. Parce qu'il s'est énormément inspiré de Magnolia. Moi, c'est la seule. C'est pour ça, je voulais pas rentrer plus dans le détail, mais oui, tu sens l'influence de Magnolia, bien évidemment. Peut-être. Après, au-delà de tout ça, je trouve que quand même Pierre Ninet, dans son jeu, il est plutôt bon, et on retrouve la force de Pierre Ninet dans il y a une intensité qui est indéniable. Oui, ouais. Et je pense qu'en soi, on peut le détacher un peu de Tom Cruise, même si oui, l'aspiration est claire, mais je trouve qu'il arrive à mettre sa propre patte dans l'interprétation. J'espère, c'est un bon acteur quand même. Très bon acteur. C'est un bon acteur. Hé Fred, salut. T'as vu beaucoup de films, toi? Ouais, j'ai vu beaucoup de films. Ouais. T'as vu quoi? T'as vu Primate? J'ai vu Primate. C'était bien? C'était nul. C'était nul. C'était très nul. Très 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 nul. En fait, je vais voir Primate et je vois la bande-annonce et je me dis, c'est quoi Primate? Alors Primate, qu'est-ce que c'est? C'est un film d'horreur qui s'inspire énormément, je sais pas si vous en avez entendu parler à l'époque, oui?
Oui, effectivement, il y a eu beaucoup d'histoires avec des chimpanzés qui sont Voilà. devenus complètement barjots parce qu'on les a pris bébés, sauf qu'en fait ils deviennent adultes, et quand ils deviennent adultes, ils deviennent complètement starbés. Et il y a eu beaucoup de cas, dont le cas d'une femme qui s'est retrouvée extrêmement défigurée après avoir éduqué son propre chimpanzé. Ça me dit un truc. D'ailleurs, j'ai Ouais. aussi une anecdote, il y a eu le chimpanzé de Michael Jackson. J'allais y venir, voilà. C'est très connu que Michael Jackson avait un chimpanzé, et à un moment donné, il était devenu beaucoup trop dangereux pour lui, et donc ils ont été séparés. Voilà, et c'est vrai qu'on a un peu cette image du chimpanzé, du petit singe tout mignon, mais effectivement, un chimpanzé, sous ses petits poils, il a des gros muscles, le chimpanzé. C'est-à-dire que le chimpanzé, il est énervé, il te met une droite, t'es mort, c'est fini. Et donc le cas de cette meuf, dont parle Fletty, en fait, elle était totalement défigurée au visage. Est-ce que vous avez déjà vu un chimpanzé sans poils, les gars? On dirait qu'il va à la salle de sport every day, every hour. C'est hardcore. C'est vraiment ça. Et du coup, Primate, voilà, c'est ça le postulat, c'est que t'as c'est une espèce de slasher, parce qu'on retrouve des personnages qui sont des teens, des adolescents, qui ne pensent qu'à baiser, et qui se retrouvent dans une... Non mais voilà, c'est toujours ça le postulat. Et ils se retrouvent dans une maison de vacances avec un chimpanzé qui appartient à la famille, sauf que le chimpanzé se fait mordre par une mangouste qui avait la rage, et le chimpanzé devient fou et tue tout le monde, quoi. Et en fait, le film m'intéressait parce que je me disais c'est une espèce de huis clos, qu'est-ce qu'ils vont en faire, sauf que je trouve que le film ne réussit pas dans ce que peut faire un huis clos. Moi mon exemple parfait du huis clos d'horreur, c'est Don't Breathe, qui est génial parce que c'est un film qui joue énormément sur les lieux, sur le fait de se resserrer de plus en plus dans des pièces. Funny Game aussi. Funny Non. Games aussi. Après, là, je suis vraiment dans l'optique vraiment d'essayer de survivre et de se cacher dans des endroits de plus en plus restreints, en fait. Et le côté Primate, en fait, c'est que je sens que le réel sait pas trop quoi choisir. C'est-à-dire que pendant une bonne partie du film, les personnages vont être dans une piscine, parce qu'on apprend que le chimpanzé ne peut pas nager. Il faut dans une piscine, bon voilà. Et puis après, il y aura des petites séquences par-ci par-là, mais ça va pas non plus aller trop loin. Et donc non, je trouve ça très mauvais. Les séquences de mise à mort sont pas non plus ingénieuses. À la limite, on a une qui est assez cool, qui est assez trash, qui est cool. Mais pour le reste, ça reste vraiment toujours dans le superflu, donc c'est dommage, quoi. En ce qui me concerne, je trouve que le film en lui-même... T'as pas vu Primate, frère? J'ai pas vu le film, je précise. Moi, j'ai vu la com autour du film, et quand j'ai vu la com autour du film, je me suis totalement dit, ça se voit que de base, ce film est né de c'est une dinguerie ce que le chimpanzé il a fait. Imagine que il y a un chimpanzé dans la maison là. Il va passer quoi là? Moi je vous dis, c'était ça l'idée. C'est clairement ça. C'est le Bansto. Faut le dire, Fletty il a fait de la com, hein. Voilà. Ah ouais. Il parle beaucoup de com. C'est vrai ça. C'est pour ça. Je le précise. C'est un homme de communication. Mais du coup, voilà, je trouve que c'est assez drôle parce que dans le film, du coup, il y a aussi un énorme hommage au cinéma de Carpenter, à la musique de Carpenter. Je trouve que dans le film, il y a du coup beaucoup de synthé. Exactement, une espèce de musique très minimaliste sur quelques notes qui se répètent, mais ça marche pas parce que le film est nul. Donc c'est dommage. Voilà, Primate, c'est tout. Hein, c'est ça, quoi, ouais. J'avais une toute petite question. Alors, il me semble avoir vu dans la liste d'acteurs Troy Kotsur, un acteur sourd. Est-ce que ça amène quelque chose ou Alors justement, je trouve que le film a plein d'idées. Effectivement, il y a une séquence qui va jouer sur le fait qu'un personnage est sourd et qu'il se passe quelque chose derrière lui qu'il ne peut pas entendre, mais qu'il ne peut pas voir non plus parce qu'il est de dos. Donc ça on est habitué dans le cinéma d'horreur à avoir des trucs comme ça, hein. Sans un bruit qui joue énormément dessus, ou même plein de films d'horreur où on en parlait récemment avec Évanoui, la séquence qui nous a vraiment fait frissonner, celle de la voiture. De la voiture. Donc oui. Ça marche sur certaines séquences, mais ça reste la même chose, c'est qu'il décime. Il y a plein de petites séquences, donc le côté un peu, donc vraiment t'as des personnages qui sont coincés dans un placard, donc c'est assez anxiogène. Ouais. T'as le côté muet, Ouais, mais ça n'a pas plus d'intérêt que ça d'avoir un personnage sourd en fait. Il apparaît vraiment à la fin du film. En fait, il est pas là. Là, en fait, tout le film se concentre vraiment sur le côté adolescents qui veulent baiser, qui se font niquer par un chimpanzé. Donc, ouais, en vrai, le postulat de base est pas ouf. Ouais. Voilà, mais voilà, bon, j'en attendais rien et je suis quand même déçu. Ça me fait penser au film foireux d'horreur, un peu dans le délire de Arthur Malédiction, où en fait il y a un délire et à la fin tu vois que c'était nul parce qu'il y avait rien à dire en fait à la fin. Après Arthur Malédiction, vas-y, maintenant j'ai pas vu le film, mais je pense que je me dis, c'est des étudiants en cinéma qui ont fait le truc. C'était leur premier jet, tu le vois, je me le suis infligé. C'était nul à chier. Mais je suis prêt à me le réinfliger avec des potes quand même. Okay. Mais pas sous alcool. Et sous alcool. C'est clairement effectivement une idée qui vient du postulat le chimpanzé est très flippant. On peut en faire un film d'horreur, mais ça reprend pas grand chose. C'est pas inventif en fait. Il n'y a pas d'idée innovante. Il y a pas. En fait, le film n'a pas de plus-value quoi. Non, c'est ça. Ça a juste surfé sur ce fait divers. Ouais, non, mais clairement. Clairement ça, mais non, ça va pas plus loin. C'est dommage. Triste, hein. Bon, bah, à mon tour de parler d'un film que j'ai vu tout seul. Oh. Je suis un garçon qui a grandi de ses 8 à 18 ans avec pour BD préféré les légendaires. Oh. Et qui, quand a vu le premier design du film, s'est dit. C'est vrai que ça faisait. Moi, ça m'a rébuté. Et après, j'ai vu le trailer, j'ai fait.
Trailer qui passait en boucle à l'UGC avec la musique de Narnia. Et du coup, je suis allé le voir Day One. Bon, ouais, ça va. Mais du coup, c'est une synthèse des albums, c'est un préquel, c'est quoi? Non, tu reprends le postulat de base, c'est-à-dire que c'est des héros qui, en affrontant leur pire ennemi Darkell, ont brisé la pierre de Jovenia et ont ramené tout un univers de fantasy, tous les personnages dans cet univers-là, à l'état d'enfant. Physiquement, hein, ils restent adultes. T'as des gens qui fêtent leurs 53 ans dans des corps d'enfants. Et du coup, on reprend ce postulat de base, on part sur une autre histoire, même s'il y a beaucoup d'échos par rapport à... En fait, il mélange plein d'arcs de la série, il prend des idées à droite à gauche, il prend des idées originales, il mélange tout ça, il saupoudre un peu de poivre, un peu de sel, et ça fait une histoire tout à fait honorable qui pourrait très bien passer dans un arc des légendaires. C'est bien. Enfin, non, c'est pas bien. L'animation, moi, c'est ça qui Alors, me... l'animation, c'est curieux. C'est curieux parce que sur le plan... Quand il est question de créer des environnements, des architectures, des paysages, le film est une dinguerie. Par contre, quand il est question de faire des chara-design, c'est atroce. Oh. En fait, c'est marrant, les plans d'ensemble sont magnifiques, les plans rapprochés sur les personnages sont dégueulasses. C'est ça qui me... Donc c'est très dommage, surtout que tout le monde l'a dit, hein, le film aurait dû être en 2D, hein, clairement la 3D là c'est très mauvaise idée. Mais bon, les couleurs sont pétillantes et puis surtout la musique est magnifique. La musique est vraiment de très très bonne qualité et en vrai c'est pas très bien, c'est pas mauvais, c'est ok. J'ai une question. Est-ce que tu aurais pu apprécier le film si les designs des personnages étaient beaucoup plus fidèles et beaucoup plus proches à la BD de base? Et surtout si le film était en 2D? Oui, je pense. D'accord. En fait, je pense que si le film était un peu plus péchu visuellement, parce que là, des fois, on dirait un dessin animé Tefou. Et tu vois, moi c'était exactement l'esprit que j'avais quand j'ai vu les images. J'ai fait, mais en fait, c'est les dessins du matin, t'es fou. C'est ça. Exactement En ce fait, que je me suis dit aussi. ça aurait été une série d'animation Tefou, j'aurais trouvé ça excellent. Mais tu vois, vraiment excellent, sauf que là, on est un film au cinéma. Faut en envoyer. C'est un petit peu dommage, mais toutefois, t'allais dire un truc, Julien ? Non, parce que du coup, quand tu parlais justement de ces dessins, je me demandais c'était quoi le public visé par le film. Alors, ça, c'est un des grands drames de cette bande dessinée. Parce que c'est ça, tu me dis des dessins, t'es fou, mais du coup, ils visaient un public vraiment 6-8 ans. En fait, légendaire, ça a commencé en 2014, ça s'est fini en 2022. 2004. Oui, pardon, ça a commencé en 2004, ça s'est fini en 2022. Et Patrick Sobral, en milieu de série, a été très intelligent et a compris que le public qui, comme moi, avait découvert la série vers ses 8 ans, passé le tome 10, 11, 12, commençait à avoir 14 ans, il a décidé de radicalement changer le ton de sa série. Et quand j'étais adolescent, c'était ma série préférée parce que ça s'adressait pile poil à son public. Il avait exactement compris le ton qu'il devait adopter. Il avait commencé à ajouter des intrigues plus complexes, des enjeux dramatiques, et les personnages étaient vraiment développés de manière très intelligente. C'est très enfantin les premiers tomes de mémoire. Même Oui. dans le design des personnages, c'est très gentillet. À partir du tome 9, mec. Ouais, après le cycle, c'est le cycle d'Anatos, Anatos, qui est absolument génial. Et très sanglant de mémoire. Oui. Et à partir du tome 18, Patrick Sobral s'est repaumé parce qu'en fait, il savait plus à qui s'adresser, parce qu'il s'est rendu compte que le public de ma génération commençait à devenir un peu trop adulte pour ses enfanteries, et le public jeune, c'était un peu trop sombre et dark pour ce que c'était. Et donc le film a un peu le cul entre les deux chaises. Il veut s'adresser à un nouveau public plus jeune, mais en même temps, nous on est là, nous les fans qui avons 25 ans aujourd'hui. Donc il essaye de nous caresser dans le sens du poil. De temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas. Par contre, juste je finirai avec une touche d'espoir. Ça veut faire une suite, et surtout, la BD française, on a des trucs très lourd, tu vois. On a Landfeuse de Troyes, on a Silage, on a eu Moebius, ne serait-ce que ça. On a un bagage culturel de bande dessinée. T'as Loisel. Voilà. On a eu, les BD franco-belges, passons, mais genre on a eu des trucs comme 13, tout ce que fait Jean-Claude Van Damme, non. Jean Van Damme, qui a fait l'incroyable Torgal, qui a fait Largo Winch, mais les adaptations de Largo Winch, c'est pas ça. Bref, on a un bagage culturel français de bande dessinée qui est incroyable. Adaptons-les. Et si ce film-là peut un petit peu... il n'est pas excellent, mais si ce film-là peut être la petite souris qui cache la montagne derrière, pourquoi pas. Voilà, donc allez voir les légendaires, poussez ce genre d'initiative en France, parce que peut-être qu'un jour on aura une adaptation de Landfeuse de Troyes, ce serait vraiment très bien, voilà. Tu connais en BD, hein? Bah ouais, j'ai une période BD, j'ai complètement arrêté d'en lire, mais la dame du CDI au lycée et au collège, elle me connaissait. Hein. Et il te reste 2 films, mon ami. Il me reste 2 films. Je commence par lequel? Celui que tu veux. J'ai commencé par Dreams de Michel Franco. Michel Franco, j'en avais entendu parler il y a 2 ans avec Memory, dans laquelle jouait Jessica Chastain. Moi j'adore Jessica Chastain, donc j'étais assez curieux. J'ai regardé le film juste avant de voir Dreams,
Et puis qu'est-ce que je peux dire de Dreams, c'est plutôt cool. Michel Franco, il a l'habitude, lui en général dans ses films, il s'intéresse énormément au couple et au couple toxique. Il va souvent mettre en relation deux personnages qui se projettent l'un l'autre, des choses qui peuvent les amener à souffrir. Dans Memory, par exemple, le titre du film parle de l'histoire d'un homme qui en fait peu à peu perd la mémoire, ne se rappelle plus vraiment de ce qu'il a fait la veille, donc qui est sous la tutelle de son frère, face à Jessica Chastain qui elle a subi des agressions sexuelles dans son enfance et qui en fait ne sait plus vraiment si ses souvenirs sont réels ou si ça a été justement créé par ses traumas. Oui, donc déjà, il avait l'air d'aimer les sujets lourds, ce mec. C'est très très lourd et c'est encore le cas dans Dreams. Oui, c'est pour ça, parce que j'ai vu vite fait de quoi ça avait l'air de parler Dreams. Dans Dreams, du coup, techniquement, ouais, ça parle de Jessica Chastain là qui joue vraiment une espèce de bourgeoise américaine qui travaille dans une grande entreprise et qui en fait tombe amoureuse d'un jeune Mexicain qui essaye de vivre aux États-Unis et d'avoir les papiers. Et... Oui. Excuse-moi, on dirait pas un peu le pitch de base du film Baby Girl, toi? Il y a un peu. Alors, justement, il y a un côté comme ça. C'est vrai que quand on prend le pitch de Dreams, ça pourrait très bien être une espèce de fiction érotique d'une vieille bourgeoise qui fantasme sur un petit jeune et tout. Oh, le petit immigré. Ouais, voilà, il y a un peu ce côté-là, tu vois. En train de me demander si je vais pas couper ça par hasard. Mais ce qui est cool, c'est qu'en soi, ça reste un film avec un point de vue, un regard qui est celui de Michel Franco, et donc on s'intéresse aux deux points de vue. Okay. Et dans effectivement Dreams, effectivement, il y a la question un peu de la soumission, la question de Jessica Chastain qui essaye de soumettre un peu cet homme qu'elle aime. Pour lequel elle veut contrôler parce qu'elle a ce pouvoir-là que lui n'a pas parce qu'il arrive aux États-Unis, il a pas de papier, il est pas dans la haute sphère. Lui, le rêve du jeune garçon, c'est de percer dans le ballet parce qu'il est danseur. Et elle, en fait, elle a une fondation de ballet, elle a tous les contacts, elle est vraiment dans la haute bourgeoisie. Et donc effectivement, il y a ce côté un peu de Oui, dis-moi. Excuse-moi, quand t'as dit une fondation de ballet, j'ai pensé genre une formation de ballet. J'ai pensé à un placard rempli de balais et l'image m'a fait rire. Non mais oui, non mais je parle de ballet de la danse et donc voilà, on a un peu ce couple qui est très beau, mais qui en même temps ne peut pas vraiment exister parce que en soi ils s'utilisent un peu l'un l'autre. C'est ça qui est assez tragique dans le film, c'est que d'un côté vous avez Jessica Chastain. On comprend que c'est une femme très seule, très solitaire. Hein. Ça se voit dans comment le film Franco. Hein. Franco, lui, ce qu'il fait, c'est que c'est beaucoup de plans d'ensemble, c'est très froid. Un truc qui m'a énormément fait rire pendant tout le film, c'est qu'à chaque séquence, quand Jessica Chastain apparaît, elle a toujours une autre tenue. Très de luxe. Genre elle porte des vêtements mais hyper beaux, hyper colorés. À chaque séquence, un nouveau sac de luxe. Donc il y a un truc un peu où elle a quand même une position de domination financière en tout cas. Mais c'est quand même un personnage très solitaire, qui se retrouve dans un monde d'hommes, dans un monde où elle n'a pas forcément la liberté d'assumer son amour envers ce jeune homme. Et à côté, on a un jeune homme qui, justement, lui, veut vivre du ballet, veut vivre aux États-Unis, et qui, en soi, utilise techniquement un peu aussi Jessica Chastain. Donc non, il y a un peu cette dynamique qui est toxique totalement, et donc le film renverse ça, et en fait, à un moment, ça prend des proportions assez dangereuses. Et le film se termine, bon, je ne spoilerai pas, mais c'est un peu choquant. Donc non, ça pourrait être Baby Girl, ça pourrait être... toi tu l'avais vu, je crois que Jérémy l'avait vu. Qui l'avait vu? Moi je l'ai vu, Julien l'avait vu. Ce film. C'était, là il y a des moments... Baby Girl, oui, par contre les moments de sexe dans Dream sont incroyables. Moi je les trouve hyper... très exagéré. Voilà quoi, ouais, non, justement très très beau. Très beau parce que Baby Girl, je sais pas comment c'est mis en scène. Baby Girl, c'est vraiment le thriller érotique, voilà, que là, public, pas très intéressant. Là où, tu vois, dans les moments de sexe, comme c'est Franco, et que Franco, il aime plan d'ensemble, fixe, sans coupe, il y a quand même des trucs qui marchent dans l'espace, entre la domination, entre les deux qui essayent de à chaque fois se dominer l'un l'autre, qui est assez cool. Et non, le film m'a touché, et en tout cas, si vous avez bien aimé Memory, regardez Dream, c'est un peu ça reste Jessica Chastain qui reste vraiment son actrice fétiche, et c'est très intéressant, surtout de voir Jessica Chastain. Moi j'adore ce personnage, enfin cette actrice, je trouve que c'est une femme qui arrive vraiment à jouer à la fois des femmes très solides, très dures, elle a un visage très carré, Jessica Chastain, mais qui arrive quand même à toujours insuffler une espèce de fragilité. Pour moi Jessica Chastain, ça restera toujours la mère dans Tree of Life, et on la retrouve, et c'est génial. Non, Dream, c'est un très bon film, voilà. Et quel est le deuxième film dont tu viens de parler? Et le deuxième film, vous avez pas d'autres films, vous? Ah non, moi j'ai fait le tour. Le deuxième film, c'est pas une sortie récente, c'est une ressortie. Donc ouais, Naked, c'est une ressortie d'un film de Mike Leigh, sorti en 1993. Et moi j'étais assez curieux parce que l'acteur principal dedans, c'est David Thewlis, qui est en fait Rémus Lupin.
Ouais, moi je connais que ce mec à travers Rémus Lupin ou alors Avatar 3 parce qu'il joue dans Avatar 3. C'est vrai. Un des navis de l'air. Oui. De ce que je comprends. Et en fait, ce film me donnait envie parce qu'on sent que c'est vraiment le genre de film que tu vois à une séance de minuit. Bon, je l'ai vu en après-midi, mais tout le film en fait te raconte vraiment la descente en enfer de Johnny, qui est joué par David Toulis, et qui est une espèce de personnage très. Je pourrais le comparer à qui? Peut-être un peu à River Phoenix dans My Own Private Idaho. C'est vraiment l'espèce de personnage. C'est bon, je vois de quel film tu Tu parles. vois l'affiche, c'est vraiment l'acteur cadré entre deux jambes d'une femme avec des collants. J'ai déjà vu des extraits passer. Voilà. J'ai souvenir d'un extrait où il est dans une rue un peu paumée. C'est ça. Ouais, ouais. Je vois le film. Mais en fait, c'est un film qui respire la crasse, qui respire la marginalité. Ça se passe à Londres. C'est un Londres très sombre, très, très dépressif. Et en fait, tout le film, c'est vraiment ce personnage-là qui erre, qui essaye de faire comme il peut pour tenir. Mais ce que j'aime beaucoup dedans, c'est qu'il a une manière de jouer. Il a un corps qui s'exprime vraiment. Non, c'est très fort. Moi, je le rapproche énormément de River Phoenix en tout cas. Et en fait, ce que j'avais entendu dire sur Mike Leigh, sa manière de faire des films, c'est que lui, en général, son scénario, il l'écrit pas en avance. C'est qu'il fait des repérages et qu'avec ses acteurs, ils écrivent ensemble sur les lieux du décor et qu'après, ensuite, par contre, la chose est millimétrée et qu'ensuite on filme. Et donc là, ça se ressent parce que tout ce qui est dit, on sent que c'est très naturel. Et par contre, ça reste un film un peu dur à voir parce que ça parle d'un homme, voilà, techniquement, la première séquence du film, c'est cet homme qui viole une prostituée dans la rue, quoi. Donc c'est pas du tout le film très joyeux, mais c'est un film qui peut toucher par le nihilisme, par ce personnage qui est très lucide et qui en même temps est perdu. Et ça, c'est très fort dans le jeu de l'acteur. C'est une espèce de contradiction. T'as un mec paumé, presque SDF à la rue, qui se cache derrière son intelligence de lire tellement de livres qu'il a une énorme connaissance, mais en même temps qui est paumé, en fait, et qui est marginalisé. Donc voilà, c'est l'espèce de film voilà, que vous regardez à minuit, seul, et après vous pleurez, vous êtes en mode waouh. En tout cas, c'est La très joyeux misère les du deux monde. films dont tu nous as parlé. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est pas les films les plus colorés. Mais Naked à voir, je pense, pour cet acteur-là. Et je crois que c'est après ça qu'il a un peu été connu en Angleterre. Donc à voir pour ça. Tu peux redire la date de ce film ? 1993. Ah oui, d'accord. Et Mike Leigh, du coup, il est sorti il y a 2 ans un film que j'ai pas encore attrapé, c'était Deux sœurs, qui avait l'air génial aussi. Et pourquoi ça s'appelle Naked ? Tout simplement parce que voilà, en fait, il met à nu tous les comportements, toutes les dérives en fait sexuelles de personnages en fait. Tu peux redire la date du film, s'il te plaît ? 1993. Est-ce que tu peux la redire en français-belge ? 1993. Ouais. Genre, c'est un meilleur belge que toi. Oui. Est-ce que t'as fini avec ton film ? Bah oui. Ok. Joker. Comme ça, direct, pas de transition. Joker. Ok. Je suis pas un homme de Trouver une transition. transition entre Naked et le Joker. Julien, tu vas te mettre à nu. Non, ça ira. Eh ben, écoutez, pour le Joker, on va faire ce qu'on a pas mal l'habitude de faire ces derniers temps, c'est on repart au début de l'émission. Donc je repars de Hamnet. Et en fait, parce qu'on a évoqué un peu déjà en sous-texte ce dont je voulais parler. En fait, quand j'ai vu Hamnet, donc on parlait de cette histoire de tire-larme, de cet effet de musique de compilation des meilleurs acteurs. Et je me suis dit que les scènes avec Jessie Buckley, c'était les scènes qui tomberaient dans quelques semaines dans performance incroyable. Et je me suis dit que il y a vraiment quelque chose faut que l'acteur il performe, il fasse une performance, faut qu'il déclame, faut qu'il fasse du bruit. Et c'est là où tu as toutes les fameuses séquences, les meilleurs moments d'acting du cinéma où tu retrouves toujours Daniel Day-Lewis dans There Will Be Blood, il y a Hugh Jackman dans Prisoner, Joaquin Phoenix dans The Master ou dans Joker. Ouais, tous ces trucs-là. Et c'est vrai que je me disais, est-ce qu'un acteur est forcément obligé d'être dans la performance pour créer quelque chose ? Est-ce que être acteur pour exister dans un film, ça passe forcément par ça ? Ou est-ce que si tu ne le fais pas, tu ne restes plus qu'une sorte de matériel du réalisateur et qu'un matériau du réalisateur, et en fait tu tombes dans l'oubli par rapport à la mise en scène. Et c'est vrai que moi, j'avais quelques exemples qui me venaient en tête. Je pensais souvent au fait que Ryan Gosling, on disait souvent que c'était une sorte d'acteur mono-expressif, et tu vois par exemple dans Drive, il a très peu de dialogue finalement, et pourtant il porte quand même le film. Je pense surtout à Valhalla Rising de Refn, où tu as Matt Mikkelsen qui ne dit pas un seul mot du film. Il ne dit pas un seul mot du film et tout passe par le regard, par exemple. Ou après, c'est vrai que j'avais aussi en tête, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film de René Clément avec Alain Delon, j'ai un trou de mémoire, qui est l'adaptation de l'incroyable Monsieur Ripley. Le mage du Kremlin avec Paul Dano. Non, pas du tout. Ah non, parce que là, il joue vraiment pas.
Plein soleil, voilà, excusez-moi, le plein soleil de René Clément, où tu as littéralement une séquence qui dure quand même bien 2-3 minutes. C'est juste Delon qui est sur un marché, il n'y a pas un seul mot, et pourtant tu as toute une aura. Et du coup, c'est pour ça que je disais que ce Joker allait très bien aller pour Fletty et pour Fouad, parce que vu que vous faites du théâtre, quel rapport vous avez avec le fait d'être acteur, même si la comédie, le fait d'être comédien pour le théâtre, c'est un peu différent que le cinéma. Est-ce qu'il y a besoin pour vous de cette notion de performance pour que l'acteur existe ? C'est assez drôle parce que c'est vrai que je pense que c'est le grand public qui va vouloir souvent des émotions fortes et qui va justement s'ancrer dedans parce que c'est fort. Mais un petit exemple que je peux vous partager avec Fletty, on fait du coup des cours d'improvisation théâtrale. Et souvent dans les impros, nous ce qu'on fait avec nos camarades, c'est souvent très dans l'humour, dans l'absurde. Donc c'est toujours très exagéré. Donc des fois ça marche. Mais par exemple récemment, on a eu une impro, on a un de nos camarades qui a vraiment voulu aller vers le drame, faire quelque chose de très dans la retenue, et en fait qui a super bien marché en fait. Et on a été tout aussi bluffé que s'il s'était mis à crier ou hurler quoi. C'est un personnage qui était très genre dans des émotions qui renferment. Et c'est pour ça que quand tu parles de Ryan Gosling, c'est vrai que Ryan Gosling c'est un parfait exemple pour contrer ça, parce que c'est quelqu'un qui arrive à jouer quelque chose, à ressentir les choses sans forcément les exprimer avec son corps, je pense. Donc clairement, j'essaie de trouver d'autres exemples peut-être d'acteurs. Je radote beaucoup, mais on en avait beaucoup parlé l'année dernière pour les Césars. Nina Meurice, dans l'histoire de Suleiman, elle a genre 10 minutes dans une séquence et elle a quand même gagné le prix parce que tu ressens quelque chose, elle n'a pas besoin forcément de l'exprimer par des gestes ou une expression trop excessive quoi. Ça, y a pas besoin forcément de grosse intensité dans ta performance pour que les gens ressentent les émotions que c'est ça. Tu veux faire ressentir en fait. Je pense que le prix du meilleur acteur, c'est quand tu sens que l'acteur a vraiment réussi à ressentir la chose au point où il est devenu ce personnage-là. Pas besoin de péter un câble à l'écran. Je pensais à ça pendant que parce que tu parlais de Mads Mikkelsen qui parle pas un mot, mais je me suis dit, il y a la figure, il y a plus que le jeu d'acteur, il y a la figure. Et je pensais à Arnold Schwarzenegger dans Terminator. Dans le premier Terminator, pareil, ou même dans le deuxième, il n'a pas tant de répliques que ça. C'est juste sa stature, sa posture, sa carrure. Son existence cinématographique, elle vient de là aussi. Voilà, c'est ça, de base. CF, le Joker sur Schwarzenegger. Mais c'est drôle parce que tu parles de personnages qui ne parlent presque pas. On pourrait penser justement à, comme ces personnages ne parlent pas, il faudrait justement qu'ils soient accessibles dans le geste. Et finalement, non, pas du tout. Ryan Gosling, vraiment, meilleur exemple. Hein. Pour Gosling, c'est le costume qui joue beaucoup aussi sur sa persona. Et pour Schwarzenegger, c'est ses fesses. Attends, dans Drive, il a la veste de Scorpion, mais c'est pas ça qui fait que Ryan Gosling dans Drive est incroyable. Non, bien sûr, mais c'est aussi le reste avec. C'est un jeu d'iconisation, et le costume et la posture, le dos voûté joue beaucoup. Et Schwarzenegger, quand tu me dis Schwarzenegger dans Terminator, le premier truc qui me vient, c'est ce corps musclé qui arrive, qui marche, et puis t'as ses fesses, quoi. Et puis, parce que l'acteur n'est pas allé qu'au fait de jouer, mais aussi sa stature, à son corps même. Parce que je pense qu'on oublie souvent l'idée de la larme solitaire. Cette idée que l'acteur transmet son émotion au moment où on voit sa larme couler de l'œil. En fait, moi, pour répondre à ta question, j'aimerais sortir une citation que j'aime beaucoup. C'est Less is More, Ludwig Mies van der Rohe. Less is More, donc Ludwig, c'était un architecte allemand qui a été connu pour avoir fait beaucoup de design assez, on peut dire, minimaliste, mais en gros, il n'y avait pas beaucoup d'éléments et ça faisait déjà tout. En fait, moi, je suis du parti pris que justement, moins t'en fais ou moins en faire, justement, plus ça a d'impact, ça a d'effet sur les gens. Néanmoins, comme Fred disait tout à l'heure, en fait, le grand public va retenir souvent ce qui brille ou ce qui est grandiloquent. Et donc, du coup, moi, j'ai un exemple, c'est dans le film de Nosferatu, quelque chose qui a lequel le tout dernier qui est sorti, la performance de Lily Rose Depp lorsqu'elle a des spasmes mais qu'elle devient un peu folle. Je sais que ça a beaucoup marqué le public et beaucoup de gens se sont dit waouh, mais son jeu d'acteur est exceptionnel parce qu'en fait elle joue une femme qui a des spasmes. Un peu comme Max dans Stranger Things saison 4, la fameuse scène où elle vole. Là. Et ben en fait c'est ça, c'est que souvent ce qui brille, ce qui est grandiloquent, ce qui est waouh, vous avez entendu comment c'est fou, en fait c'est ça qui va souvent rester dans l'esprit des gens et c'est pour ça que sur le long terme on peut penser que plus t'en fais, mieux tu restes dans l'esprit des gens parce que c'est un peu vrai. Maintenant, est-ce que ça signifie que pour être fort, faut-il nécessairement forcément être dans une maxi performance ? Moi, je ne pense pas. Je pense que justement, si on reprend l'exemple du théâtre, pour pouvoir transmettre des émotions très très pertinentes, très très fortes, ce qui ressort souvent, c'est moins on en fait. Et en fait, plus ça nous touche. Parce que justement, moins on en fait aussi, plus ça laisse aussi la liberté aux spectateurs de s'imaginer. Et c'est là où, en fait... on a beaucoup plus de chances de toucher beaucoup plus
profondément, on va dire, le spectateur. Un truc aussi que je remarque, c'est souvent dans les performances, on va souvent voir des scènes où les personnages sont seuls. C'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer seuls et c'est ça qui Le est fort. monologue. Alors qu'en soi, je pense qu'un acteur qui arrive à être vrai et à faire ressentir quelque chose, ça va beaucoup l'aider de jouer avec quelqu'un d'autre. Donc en général, c'est dommage. Je pense qu'il y a des très bonnes séquences les acteurs sont parfaits, sont vraiment justes parce qu'ils jouent avec quelqu'un. Je reviens encore sur l'impro, je fais mon cours d'impro là. L'impro, c'est ça. L'improvisation, tu vas sur scène, t'es seul, ça marchera pas. T'as quelqu'un qui va monter sur scène, qui va essayer de t'aider, qui va essayer de t'accompagner, ça sera déjà vrai parce que t'auras quelqu'un devant toi pour échanger. Donc je pense que ça, c'est un truc qu'on pourrait plus mettre en place, de mettre des séquences où c'est deux personnages forcément. Bah tu vois, je pense un peu à Heath Ledger dans Batman, même si c'est le genre d'acteur et de performance qui revient souvent dans les fameuses meilleurs jeux d'acteurs. En fait, quand tu regardes, il n'y a pas énormément de scènes où il y a du pétage de câble pur de la part d'Heath Ledger. Et tu as beaucoup de scènes qui ont été improvisées aussi dedans et tu le sens. Parce qu'il n'a pas besoin d'en faire des tonnes en fait. Et justement, dans ces scènes-là, il fait des choses très très simples, notamment par exemple une scène très connue, c'est la scène où ils ont enfin réussi à l'attraper. Oui, il applaudit. Et il se met à applaudir. En fait, il est juste assis, il fixe quelqu'un et il applaudit. Cette scène, elle est magistrale. Alors qu'il fait pas grand-chose en somme. Mais moi, si je reviens sur le côté de deux personnages qui parlent, Hit, le fameux chant contre chant, qui est genre culte, et pour moi, les acteurs sont hyper justes. Et pourquoi, tu vois, on ne parle pas de ça? Mais je pensais à Godfather, moi, parce que Marlon Brando et Al Pacino, dans le premier en tout cas, c'est pas forcément une retenue, mais c'est un jeu d'acteur tout en nuances, et il n'y a pas de... c'est l'acteur studio aussi qui est... Ouais, mais il n'y a pas de flamboyance dans le jeu d'acteur, et pourtant, on se souvient tous de la perf de Marlon Brando, et même de Pacino dans Godfather, quoi. Je pense qu'on est parasité par la méritocratie, dans le sens où on pense qu'un acteur qui est vraiment bon dans le jeu, il va être seul en train de jouer, alors qu'en vrai, non, tu vois. Ouais, il y a une sorte de culte de la performance. C'est ça, finalement. alors que la performance, c'est génial s'il y a quelqu'un d'autre avec. Moi, je voulais revenir sur le tout début de ta question sur le fait de la performance pure et le fait d'être forcément habité par le personnage et enfin, tu peux être habité par le personnage sans forcément faire des caisses. Et je voulais sortir la carte Robert Bresson. Voilà. Ah oui, bien vu. Voilà, c'est une carte Joker un peu facile, mais la carte Robert Bresson, du coup. Elle vous fait gagner la partie. Voilà. Non, mais c'est connu que Robert Bresson, il utilisait pas d'acteurs pour lui. C'était des modèles. C'était des modèles, voilà. Et donc, il voulait que que justement, je vais dire acteurs, c'est plus simple. Désolé Robert. Il voulait que ces acteurs habitent, enfin que les personnages habitent leurs acteurs, qu'ils fassent des trucs comme si c'était eux-mêmes en fait, et que t'aies pas ce filtre de je suis en train de jouer un film, en train d'être un personnage, etc., etc. Et tu le sens en fait. Tu le sens dans le cinéma de Robert Bresson. Souvenir que j'ai regardé Lancelot du Lac. Mais j'ai regardé Lancelot du Lac avec en ayant vu ce qui se passait, en ayant regardé le synopsis et donc vu ce qui se passait. Et donc quand je lis à la fin d'un synopsis, il dit un déchirant Guenièvre, je pensais que le Guenièvre il allait péter péter tous les scores et tout. Non, c'est tout en retenue, mais pourtant ça fonctionne tout aussi bien. Et qu'est-ce que c'est beau. Je crois qu'on est d'accord que Bresson aussi, il faisait beaucoup répéter ses acteurs, non? Il y avait énormément de prises, je crois, et oui. Finalement, toi, tu peux bifurquer pour aller vers Kubrick. Kubrick est connu pour avoir un nombre de fois des scènes, et l'acteur s'oublie au bout d'un moment. Bresson, c'était pour que ça devienne mécanique et que ça soit naturel. C'est un automatisme. Voilà, que ça devienne un automatisme. Puis Bresson, c'est peu de dialogue, même les visages, il s'en fiche. Ce qui l'intéresse, c'est le geste et c'est le naturel du geste. Alors que Kubrick, on a tous en tête Nicholson dans Shining. Tu vois, c'était aller pousser les potards à fond dans les crispations des visages des acteurs. C'est pas du tout le même but. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Performance de l'acteur. Est-ce que aussi une performance de l'acteur, ça peut avoir une importance par rapport à même, non pas à un personnage avec qui il parle, mais une action ou quelque chose qu'il va voir dans le film, tu vois aussi? Là, je reviens, j'en parle tout le temps, mais Haneke, grand Haneke, où on a énormément de plans où c'est des personnages qui réagissent à une situation et qui sont dans une espèce de jeu très très paralysé en fait, et qui marche super bien aussi. Donc tu vois, il y a plein de contre-exemples dans des performances qui n'ont pas besoin d'être grandiloquentes. En tout cas, je trouve ta question très pertinente, puisque paradoxalement, aujourd'hui, on est dans une ère du divertissement où les gens sont beaucoup à la recherche de l'authenticité ou de la vérité, et que en fait, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux ou autre chose, on est souvent parasité par du surjeu ou du surplus, et quelque part ce qu'on appelle la vérité ou quelque chose qui est beaucoup plus proche du naturel, c'est ça qui va beaucoup plus marquer les gens. Et je rebondis un peu sur la réflexion par rapport à Bresson. Je vais faire une parenthèse très rapide, c'est que effectivement la répétition, je dirais même la surrépétition, développe des habitudes, et c'est pour ça que du coup dans le jeu ça va paraître beaucoup plus naturel puisqu'il y a eu beaucoup de répétitions derrière.
parce que c'est limite devenu quelque chose qui est mécanique, quelque chose qui est dans le comportement. Donc bref, je pense que pour moi une bonne performance, c'est avoir un équilibre entre justement le jeu, être précis dans son jeu, parce que être précis c'est aussi feindre le naturel, et en même temps aussi être sincère, être authentique, parce que forcément quand on joue et qu'on est faux, ça se sent. Et lorsqu'on essaie de trop montrer, de trop faire sortir une émotion, bah pareil, ça aussi, ça se ressent. Une technique qu'avait eu David Lynch, j'ai trouvé ça super intéressant. Je crois que c'était dans Mulholland Drive, il y avait un personnage qui n'arrivait pas du tout à jouer sa scène. Et dans cette scène, je crois qu'elle était debout et elle bougeait. Et ce qu'il lui a dit, il a dit écoute, non, on va arrêter là, ça marche pas. Je veux que tu t'assoies sur le canapé, tu mets tes mains, tu bloques tes mains en fait en dessous de tes jambes et tu joues. Et en fait, en l'immobilisant, elle est parvenue à faire quelque chose qui était beaucoup plus correct et plus fort. Donc ouais, clairement, minimalisme peut aider. Le minimalisme. Je terminerai en disant less is more, mes amis. Less is more. Less is more. Les 6 morts? Less is more. Ah, parce que je me demandais, mais qui sont les 6 morts? Venez, on termine le podcast. Bah merci les gars, merci Julien pour... Très beau Joker. Ouais. Ce que tu vas donner, hein. À Fletty. C'est plus ton tour. Tu lui donnes à Fletty? Moi je suis chaud, moi. Il fait partie des CP maintenant. C'est quoi le concept du Joker? C'est En ton mode, tour. c'est genre tous les fois où vous vous retrouvez, il y a une question. Il y a toujours une personne qui a un Joker. Mais tu le sais, ça t'écoute toutes les émissions depuis le début. Bien sûr. Je me T'as rappelle du Joker. un auditeur régulier, toi. C'était Jérém qui avait le Joker la dernière fois. C'est ça en plus. À un moment donné, je l'ai eu, oui. Attends. Ouais, Bah non, c'était Fred. Non, c'était Jérém. Vas-y, je le donne à Owen. Ah ouais. Ouais. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Mais ça va être drôle comme Après, moi j'aurais d'habitude. kiffé, genre, est-ce que genre, on peut faire une sorte de mini-rubrique de genre questions extérieures? Genre en mode, je suis pas dans le podcast, juste, je vous sinon, envoie une question via. Ah, on avait fait une fois ça. C'est vrai qu'on avait fait Le Joker du peuple. Le oui. Joker du peuple. le Joker du peuple, mais on m'avait harcelé pour que je fasse un Joker sur les pieds. On l'avait fait ou pas? Bah non. Bah, Tarantino, les gars. Bah non, bizarre, les gars. C'est dommage. Non, mais moi je suis chaud de faire prochaine émission, je vous enverrai un truc. Allez. Non, on peut faire ça, même pour la prochaine émission. Fletty, tu envoies ta question, Oui. ta rubrique, enfin le sujet, Je l'envoie. et on le traite. Je vais l'envoyer sur le compte Instagram de DCP. N'hésitez pas à follow, s'il vous plaît. Attendez, j'ai mal compris. Je demande en story Insta à tout le monde de proposer. c'est C'est moi moi la la question question de de Fletty. moi, je vais vous l'envoyer à DCP, moi. Juste, Ah, C'est C'est Fletty Fletty qui choisit aura celui du son Joker. Joker, mais en retard. D'accord. Ouais. Bon bah du coup il est à Fletty. Yes. Désolé. Désolé, Owen. Désolé, Mais Owen. quel braquage. Mais du coup, logiquement, après celui-là, prochaine émission, c'est toi le Joker. Ah yes. Je te le donne d'avance. Cool. Bon bah les gars, merci beaucoup pour cette émission. Je l'annonce là comme ça, mais il va falloir qu'on se mette au travail pour les Césars et les Oscars aussi. Oui. Ça y est, les nommés sont tombés. Ouais, tout. Ouais. Il faut rattraper des films. Il faut Surtout. faire une émission où on donne nos pronostics. Puis il faut Ouais. continuer d'aller au cinéma. Continue d'aller Il en faut- salle. Trop de travail. Et il faut continuer de trouver de la nuance dans le jeu d'acteur, dans ce... Vas-y, mais attends, fais-le, mais moins dans la, tu vois, moins dans Non, l'émotion. surjus. Les gars. Attends, je le fais là. Ouais, les gars. Minimalisme. Là, je l'ai fait, les gars. Je vous le jure. Bon, merci Fletty pour ta présence, merci tous ses amis. Merci à vous, les gars, de m'avoir accueilli. C'était excellent. Et j'incite tous les fans de cinéma, tous les gens qui se considèrent comme cinéphiles, d'écouter DCP parce que c'est vraiment. C'est dispo où? un Sur toutes podcast. les. C'est dispo sur absolument toutes les plateformes Ouais. que vous pouvez connaître. Lesquelles Spotify, Spotify, Deezer, Napster, YouTube, je crois aussi, non YouTube aussi, mais également Apple Music Et Ok. TikTok. Et TikTok. et TikTok aussi Et Insta. Et Instagram. Insta. Et voilà. et pas Facebook. Tu crois qu'on a 40 ans? Et ben justement, vous toucherez des cibles en vrai si vous faites des trucs sur YouTube. Ouais, je sais. Faudrait reconnecter Facebook. Mm. À dans 2 semaines, les amis. À dans 2 semaines. Ciao. DCP du cinéma et des potes.